Cours de physique-chimie. Première, enseignement scientifique. Chapitre Les éléments chimiques. Partie Une longue histoire de la matière. Sommaire 1. La nucléosynthèse. 2. La nucléosynthèse primordiale. 3. La nucléosynthèse stellaire. 4. Nous sommes de la poussière d'étoiles. 5. La fusion nucléaire. 6. La fission nucléaire. 7. Abondance des éléments chimiques. 8. La radioactivité. Et 9. La demi-vie. 1. La nucléosynthèse. Ce mot nucléosynthèse est formé par association de deux autres mots. Nucléo qui vient de nucléus, signifiant noyau, synthèse qui désigne une production. Définition. La nucléosynthèse est un processus permettant la production des noyaux atomiques. On distingue deux principales catégories de nucléosynthèse, la nucléosynthèse primordiale d'une part et la nucléosynthèse stellaire d'autre part. 2. La nucléosynthèse primordiale. Selon la théorie du Big Bang, la naissance de l'univers s'accompagne d'une gigantesque libération d'énergie dans un espace de faible dimension. Cette énergie conduit à la formation des premiers nucléons, les protons et les neutrons. Remarque, la formule E est égale à mc², qui sera vue plus en détail dans le chapitre sur le rayonnement solaire, montre que toute masse, m, correspond à une énergie E, et qu'inversement, une énergie E peut prendre une forme matérielle de masse m. Très vite, ces nucléons, protons et neutrons, s'associent pour former des noyaux légers, et ainsi que formés de quelques nucléons. La nucléosynthèse primordiale, donc on retient que la nucléosynthèse primordiale a lieu peu après la naissance de l'univers et conduit principalement à la formation de noyaux légers tels que l'hydrogène et l'hélium. La nucléosynthèse stellaire, donc définition. La nucléosynthèse stellaire correspond à la production de noyaux atomiques par les étoiles. Lors du cycle de vie d'une étoile, on distingue deux phases de nucléosynthèse stellaire. Donc il s'agit de la phase calme, d'abord, puis ensuite de la phase explosive. La phase calme de la nucléosynthèse. Il s'agit de la phase la plus longue, qui débute à la naissance de l'étoile et se poursuit tant que l'étoile est stable jusqu'à la fin de son existence. Les réactions de fusion nucléaire qui se produisent dans le cœur de l'étoile permettent de transformer des noyaux légers, principalement l'hydrogène et l'hélium, en d'autres noyaux légers, principalement de l'hélium, du bore, du lithium, du carbone et de l'oxygène. Donc les étoiles tirent leur énergie des réactions de fusion nucléaire. La phase explosive de la nucléosynthèse stellaire. L'épuisement de l'hydrogène et le début de la synthèse de noyaux atomiques de fer marquent la fin de la stabilité d'une étoile et le début de la phase explosive, au cours de laquelle l'étoile finit par exploser et forme ce qu'on appelle une supernova. Les réactions de fusion nucléaire se poursuivent et produisent des noyaux beaucoup plus lourds. L'enveloppe de l'étoile et tous les éléments synthétisés sont dispersés dans l'espace lors de cette explosion. La nucléosynthèse stellaire permet de produire tous les éléments chimiques à partir, tous ou presque, tous les éléments chimiques à partir de noyaux d'hydrogène et d'hélium. 3. Nous sommes de la poussière d'étoiles. C'est l'astrophysicien Carl Sagan qui a été le premier à utiliser l'expression poussière d'étoiles comme titre d'un de ses livres. Elle a ensuite été reprise par l'astrophysicien canadien francophone Hubert Reeves. Nous sommes de la poussière d'étoiles est une expression imagée qui traduit le fait que la plupart des éléments nous constituant ont été produits au sein d'anciennes étoiles, avant d'être dispersés dans l'espace à la fin de leur existence, puis de participer à la formation de systèmes planétaires autour de nouvelles étoiles. Une étoile produit de nouveaux éléments chimiques par fusion nucléaire au cours de la phase calme dans un premier temps, puis au cours de la phase explosive, à la fin de son existence. À la fin de son existence, une étoile explose, se transforme en supernova, et disperse sa matière, c'est-à-dire l'hydrogène, l'hélium non consommé, ainsi que les éléments produits tels que le carbone, l'azote, l'oxygène dans l'espace. Ces éléments se dispersent parmi les nébuleuses
environnantes qui peuvent, si les conditions sont réunies, former de nouvelles étoiles entourées de planètes, concentrant les éléments chimiques produits par les étoiles précédentes. Le carbone, l'azote, l'oxygène, le soufre, qui constituent les espèces organiques, donc les êtres vivants, proviennent tous d'anciennes étoiles. L'existence des espèces chimiques constituant les êtres vivants et la Terre n'est possible que grâce aux éléments chimiques produits par les précédentes générations d'étoiles. 4. La fusion nucléaire. Définition. La fusion est une transformation nucléaire qui permet de transformer deux noyaux atomiques légers en un noyau plus lourd. Remarque, le terme noyau léger désigne des noyaux comportant peu de nucléons. Lors de la phase calme de la nucléosynthèse stellaire, ces noyaux sont le plus souvent des noyaux d'hydrogène ou d'hélium. Un noyau lourd est un noyau comportant davantage de nucléons que chacun des noyaux réactifs de la fusion. Lors d'une fusion nucléaire peuvent intervenir d'autres particules ou antiparticules, neutrons, protons, électrons, antiélectrons, neutrinos, et des rayonnements peuvent également être émis. Comment vérifier qu'une transformation nucléaire est une fusion? Pour vérifier qu'une transformation est une fusion nucléaire, il faut déterminer le nombre de nucléons dans chacun des réactifs et des produits. Si l'un des noyaux produits comporte davantage de nucléons que chacun des noyaux réactifs, alors la transformation est bien une fusion nucléaire. La fusion nécessite des températures élevées, largement atteintes dans les étoiles. Par contre, elle n'est pas encore exploitée dans les centrales nucléaires. Le bilan des transformations se produisant au sein d'une étoile pendant sa phase calme correspond à la fusion de 4 noyaux d'hydrogène, d'hydrogène 1, correspond à la fusion de 4 noyaux d'hydrogène 1, donc l'isotope 1 de l'hydrogène, formant au total 2 noyaux d'hélium 4, ainsi qu'un positon et un neutrino. Ce bilan peut se résumer par l'équation de réaction nucléaire suivante. 4 hélium 1 forme un noyau d'hélium 4 plus 2 positons plus 2 neutrinos. 5. La fission nucléaire. La fission est un autre type de transformation nucléaire différente de la fusion. Définition: une fusion nucléaire est une transformation au cours de laquelle un noyau est divisé en noyaux plus légers. Caractéristiques d'une fission. Les noyaux qui peuvent subir une fission sont des noyaux lourds, c'est-à-dire des noyaux comportant un grand nombre de nucléons, en général plus d'une centaine. Ces noyaux sont moins stables à cause du grand nombre de nucléons qu'ils comportent. La fission d'un noyau lourd est provoquée par le choc entre ce noyau lourd et une autre particule, plus souvent un neutron. Lors de la fission sont également émises des particules telles que des neutrons, des neutrinos, mais aussi des rayonnements. Souvent, ce sont des rayonnements de type gamma. Lorsqu'une fission s'accompagne de l'émission de neutrons, alors il peut y avoir réaction en chaîne. Les neutrons émis permettent de provoquer la fission d'autres noyaux qui s'accompagnent aussi de l'émission de neutrons, et ainsi de suite. Exemple de réaction de fission nucléaire. Lorsqu'un noyau de plutonium-239 rentre en collision avec un neutron, alors il peut se fragmenter en un noyau de molybdène-102 et un noyau de tellure-135, tout en libérant 3 neutrons. Cette réaction de fission nucléaire peut se traduire par l'équation de réaction nucléaire suivante. Donc plutonium-239 plus 1 neutron donne 1 tellure-135 plus 1 molybdène-102 plus 3 neutrons. 6. Abondance des éléments chimiques. À l'échelle de l'univers, tout d'abord. Donc à l'échelle de l'univers, les deux éléments les plus abondants sont l'hydrogène H et l'hélium He. Ce sont les deux principaux éléments qui ont été formés lors de la nucléosynthèse primordiale. Donc si on détaille, à l'échelle de l'univers, on a en pourcentage massique, en pourcentage de masse, 73,9% d'hydrogène, 24% d'hélium, donc ce sont bien les éléments majoritaires. Ensuite, on trouve l'oxygène, 1%, le carbone, 0,5%. Les proportions varient légèrement si l'on ne considère non plus le pourcentage en masse, mais le pourcentage en nombre d'atomes. Dans ce cas-là, l'hydrogène accroît son avance sur les autres éléments.
Il représente 90% des atomes présents dans l'univers, 9% pour l'hélium, 0,10% pour l'oxygène et 0,06% pour le carbone. Alors ensuite, à l'échelle d'une étoile, on va prendre par exemple le Soleil. Donc à l'échelle du Soleil et des autres étoiles, l'hydrogène et l'hélium sont les deux éléments nettement majoritaires. Il est logique de retrouver dans une étoile les éléments également majoritaires à l'échelle de l'univers, puisque ce dernier, plus précisément ces nébuleuses, sont à l'origine de la matière donnant naissance aux étoiles. Donc si on examine les pourcentages, les principaux pourcentages des constituants du Soleil, on va retrouver 91,2% d'hydrogène, 8,7% d'hélium, 0,078% d'oxygène et 0,048% de carbone. Maintenant, si on passe à la croûte terrestre. Donc à l'échelle de la croûte terrestre, les deux éléments nettement majoritaires sont l'oxygène et le silicium. Le fer, l'aluminium et le calcium sont également présents en proportion importante. Donc à l'échelle d'une planète tellurique comme la Terre, les éléments chimiques majoritaires diffèrent de ceux de l'univers et des étoiles car elles concentrent des éléments chimiques plus lourds. Donc si on regarde en détail les pourcentages des différents éléments, dans la croûte terrestre, on va trouver en pourcentage d'atomes 0,14% d'hydrogène, 46,1% d'oxygène, 0,19% de carbone, 5,63% de fer, 28,2% de silicium, 2,33% de magnésium, 8,23% d'aluminium, 4,15% de calcium, 2,36% de sodium, 2,09% de potassium et 0,565% de titane. Si on s'intéresse maintenant à la répartition des éléments ou proportion d'éléments dans un être vivant. Donc les êtres vivants, c'est-à-dire les hommes, les animaux, les plantes, sont essentiellement constitués d'oxygène, d'hydrogène, de carbone et d'azote. La prédominance de l'oxygène et de l'hydrogène résulte de la présence d'eau, constituée d'oxygène et d'hydrogène, dans tous les tissus vivants. Le corps humain en comporte près de 70%. Les tissus vivants sont constitués d'espèces organiques qui sont à l'origine du carbone et de l'azote qu'on retrouve chez les êtres vivants, mais elles renferment aussi une partie de l'hydrogène et de l'oxygène. Alors voici l'abondance des éléments en pourcentage d'atomes dans le corps humain. Donc l'hydrogène 61%, l'oxygène 24,1%, le carbone 12,6%, l'azote 1,4%, le phosphore 0,25%, le calcium 0,24%, le potassium 0,06%, le soufre 0,05%, le sodium 0,03% et le chlore 0,03%. 7. La radioactivité. Définition. La radioactivité correspond à la transformation nucléaire, au cours de laquelle un noyau radioactif instable se transforme spontanément en un autre noyau. Lors d'une transformation radioactive, un noyau radioactif se transforme en un autre noyau comportant un nombre différent de protons et avec un nombre de nucléons proche. Ce nombre peut être identique ou inférieur de 4 unités. Il y a émission d'une petite particule qui peut être un électron, un positon, un noyau d'hélium, qu'on appelle particule alpha, et éventuellement des neutrinos. Il y a aussi émission de rayonnement, principalement des rayons X ou des rayons gamma. Les règles de conservation relatives aux transformations nucléaires, c'est-à-dire la conservation du nombre total de nucléons et de la charge totale, sont respectées. Le vocabulaire de la radioactivité. Donc tout d'abord le terme désintégration. La désintégration, c'est la transformation nucléaire que subit un noyau radioactif. Donc cette transformation est appelée désintégration. On précise parfois désintégration radioactive. Attention, contrairement à ce que pourrait laisser supposer ce terme, le noyau qui subit une désintégration ne cesse pas d'exister, mais forme d'autres entités, noyaux et particules. Radionucléide. Un noyau instable, susceptible de subir une désintégration radioactive, est appelé radionucléide. Par exemple, le carbone 14 est un isotope radioactif du carbone. On peut dire qu'il s'agit d'un radionucléide. Noyau père et noyau fils. Lorsqu'un noyau subit une désintégration, il est qualifié de noyau père. Et le noyau qui se forme à l'issue de cette désintégration est appelé noyau fils. Par exemple,
l'uranium-238 peut se désintégrer en formant un noyau de thorium-234. L'uranium-238 joue alors le rôle de noyau père, tandis que le thorium-234 joue le rôle de noyau fils. Donc, demi-vie, bon, pour l'explication de ce terme, reportez-vous au paragraphe suivant. Propriété de la radioactivité. Les désintégrations radioactives sont spontanées, aléatoires et inéluctables. Elles sont spontanées, cela signifie qu'elles surviennent sans qu'aucun facteur extérieur au noyau radioactif n'ait d'influence sur le déclenchement. On ne peut pas provoquer une désintégration, elle se produit seule. Elles sont aléatoires, c'est-à-dire qu'au sein d'une population de noyaux radioactifs, il n'est pas possible de prévoir individuellement, pour chaque noyau, l'instant de sa désintégration. La désintégration des noyaux radioactifs est régie par des lois statistiques. On peut prévoir la proportion de noyaux qui vont se désintégrer au bout d'une certaine durée, mais il est impossible de préciser lesquels vont se désintégrer. Elles sont inéluctables, en d'autres termes, rien ne peut les empêcher de se produire. Exemple de désintégration radioactive. Un noyau d'uranium-238 peut se désintégrer en formant un noyau de thorium-234 et un noyau d'hélium-4, autrement dit une particule alpha. Cette désintégration peut être traduite par l'équation suivante. Un noyau d'uranium-238 forme un noyau de thorium-234 ainsi qu'un noyau d'hélium-4, autrement dit une particule alpha. 8. La demi-vie. La demi-vie est une grandeur qui permet d'indiquer le rythme auquel se font les intégrations d'un échantillon de radionucléides. Définition. La demi-vie d'un radionucléide correspond à la durée nécessaire pour que la moitié du noyau d'un échantillon de ce radionucléide subisse une désintégration. Au bout d'une demi-vie, la population initiale de noyaux d'un radionucléide est divisée par 2. Notation et unité. La demi-vie se note T, indice 1,5, ou parfois T majuscule, indice 1,5. Donc évidemment, le T évoque le temps. Puisque la demi-vie est une durée, elle s'exprime à l'aide d'une unité de temps, comme la seconde, la minute, l'année, etc. En général, l'unité de temps utilisée est celle la mieux adaptée à son ordre de grandeur. Évolution au cours du temps d'une population de radionucléides. Si une population de noyaux est composée à l'instant initial t égale 0 d'un nombre n0 de radionucléides identiques, caractérisés par une demi-vie t1,5, alors, au bout d'une durée t égale t1,5, il reste n égale n0 sur 2 noyaux. S'il s'écoule une demi-vie supplémentaire, c'est-à-dire au bout d'une durée totale, t est égal à 2 fois t1,5, alors la population de noyaux restants, au bout de la première demi-vie, n0 sur 2, est elle-même divisée par 2. Il reste donc n est égal à n0 sur 2, le tout divisé par 2, soit n est égal à n0 sur 2 fois 2, ou encore n est égal à n0 sur 2 carré. En répétant le raisonnement, on obtient donc qu'au bout de 4 demi-vies, eh bien, n est égal à n0 sur 2 exposant 4. Au bout de 5 demi-vies, n est égal à n0 sur 2 exposant 5. Au bout de 6 demi-vies, n est égal à n0 sur 2 exposant 6, etc. D'une manière générale, au bout d'un nombre petit n de demi-vies, la population initiale de noyaux est divisée par 2 exposant n. Soit, au final, à t est égal à n fois t1,5, n est égal à n0 sur 2 exposant n. L'évolution d'une population de radionucléides peut donc toujours être décrite par une courbe ayant la forme suivante. Évaluer la durée nécessaire pour obtenir un nombre de radionucléides donné. On souhaite déterminer le temps au bout duquel une population, composée initialement d'un nombre n0 de radionucléides de demi-vie t1,5, atteint une population de n1 noyaux. Il faut dans un premier temps exprimer la population n1 comme le rapport du nombre initial de noyaux divisé, n0 divisé par 2. Élevé à une puissance n, petit n, où n correspond au nombre de demi-vies écoulées, pour évoluer jusqu'à la population n1. On peut écrire
n1 est égal à n0 sur 2 exposant n, où n est le nombre inconnu de demi-vie que l'on cherche à déterminer. Cette relation peut s'écrire 2 exposant n est égal à n0 sur 1. Pour résoudre cette équation et trouver petit n, on peut utiliser les propriétés de la fonction logarithme. Logarithme de a exposant b est égal à b fois logarithme de a. Si l'on prend le logarithme de chacun des membres de l'égalité précédente, on obtient logarithme de 2 exposant n est égal à logarithme de n0 sur n1. Donc si on utilise la propriété vue juste avant, cela nous donne n fois logarithme de 2 est égal à logarithme de n0 sur n1. Ou petit n est égal à logarithme de n0 sur n1 divisé par logarithme de 2. La durée nécessaire pour passer d'une population de n0 noyaux à une population de n1 noyaux est donc t égale à n fois t1 demi, t est égal à logarithme de n0 sur n1 sur logarithme de 2 fois t1 demi. Application. On souhaite déterminer la durée nécessaire pour qu'une population de radionucléides soit divisée par 100. On a par conséquent n0 sur n1 égale à 100. T est égal à logarithme de 100 sur logarithme de 2 fois t1 demi. T est égal à 6,64 fois t1 demi, si la demi-vie vaut... Donc si on fait le calcul, une population de radionucléides est donc divisée par 100 au bout de 6,64 demi-vie. Fin du cours, n'hésitez pas à poser vos questions sous forme de commentaires si vous en avez.